Donc, merci de vous avoir joint à nous aujourd'hui dans le cadre des webinaires Microage par la technologie. C'est évident qu'il y a des nombreuses entreprises qui ont adapté ou qui songent à adapter un environnement de travail hybride. Le sujet de notre conversation aujourd'hui est justement une solution de bureau en virtuel cloud, spécifiquement Azure Virtual Desktop, qui peut aider votre entreprise à fonctionner dans un environnement flexible de manière productive, sécurisée et rentable. Mon nom est Maria Fiori. Je suis directeur des opérations ici à Microage et je suis accompagnée aujourd'hui par notre présentateur Simon Willemy, vice-président solutions technologiques chez Microage. Bienvenue, Simon. Bonjour tout le monde, merci d'être là avec nous. Donc, excusez. Avant de débuter, je veux juste vous donner quelques petites notes. Premièrement, comme vous l'avez déjà constaté, tous les participants sont en mode de silence pour réduire le bruit de fond. Nous avons des experts, un expert en la matière avec nous aujourd'hui. Donc, nous vous encourageons à nous poser vos questions tout au long du webinaire en utilisant l'onglet questions de l'outil webinaire. Et Simon va essayer de vous répondre au fur et à mesure que les questions rentrent. Dernièrement, nous enregistrons ce webinaire et l'enregistrement vous sera envoyé un peu plus tard aujourd'hui. Vous pouvez le partager avec des collègues qui pourraient en bénéficier ou le réécouter si vous voulez. Du même coup, nous allons vous envoyer le lien vers le livre électronique que nous offrons aujourd'hui. Donc, avant de passer la parole à Simon, je prends quelques instants pour vous donner un petit aperçu ou survol de Microage. Microage a 39 bureaux à travers le Canada, ce qui fait de nous un des plus grands réseaux d'experts en informatique au pays. Nous sommes dans notre 41e année d'affaires comme fournisseur de services et de solutions TI à nos clients. La technologie est une grande passion pour nous, mais notre raison d'être est d'aider nos clients à atteindre les résultats qu'ils recherchent en utilisant les bonnes technologies pour leur entreprise. Notre approche est simple. Notre équipe de professionnels comme Simon travaille avec nos clients pour comprendre leur entreprise, leurs enjeux, leurs objectifs afin de recommander et fournir les services et solutions dont ils ont besoin pour obtenir les résultats qu'ils recherchent. C'est notre façon de faire. Donc, avec ça, Simon, je te passe la parole. Parfait, merci Maria. Donc, merci encore à tout le monde d'être là avec nous. Aujourd'hui, on va parler de bureau virtuel, donc solution de travail à distance pour la majorité des employés, pour les entreprises, principalement de Azure Virtual Desktop, comme Maria l'a mentionné. On va discuter justement de c'est quoi les avantages, c'est quoi les options, comment choisir là ou les bonnes solutions, parce qu'on peut en avoir plusieurs. On va donner quelques exemples de réussite de nos clients et vous allez avoir une option de questions et réponses. Je vais essayer de répondre le plus possible aux questions durant le webinaire, mais ça se pourrait que je réponde aussi à la fin, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Donc, les solutions de bureau à distance, principalement dans le cloud, parce que c'est possible de le faire aussi sur site, donc dans une infrastructure gérée par vous. Ça va couvrir les besoins de la majorité des entreprises. On sait tout depuis 2 ans là, que les employés doivent travailler d'un peu n'importe où, beaucoup plus qu'à l'époque, beaucoup plus qu'avant la COVID. Donc, le travail à distance va être grandement amélioré en ayant une solution de bureau à distance. C'est beaucoup plus facile d'intégrer les appareils personnels des utilisateurs aussi. Ça permet de mieux gérer les gens qui sont sur le terrain. Donc, plutôt que d'avoir accès à certains services seulement qui seraient cloud, ils seraient capables d'avoir un accès complet à l'environnement de votre entreprise pour être capable de collaborer efficacement avec tous les autres employés. C'est la même chose pour la sécurité, réglementation. Donc, de plus en plus, on le sait, avec la loi 25 qui s'en vient, les entreprises vont être tenues d'être conformes et de s'assurer de bien traiter les données de leurs clients. Pardon. Donc, puis à ça se mêle tout plein de nombres de l'industrie qui sont nécessaires dans certains secteurs d'affaires qui doivent être respectés. Donc, plutôt que d'avoir tout plein d'ordinateurs qui se promènent un peu partout,
sur le terrain, chez les clients directement ou chez vos employés, ben, c'est possible de cette façon-là d'avoir un environnement très minime à l'extérieur de votre bureau, de votre périmètre, et d'avoir des accès bureau à distance à la place. Même chose pour les effectifs élastiques, donc tout ce qui est fusion, acquisition, souvent ça devient un casse-tête d'être capable d'intégrer 30, 40, 50, 200, 400 000 employés de plus en peu de temps. L'avantage du cloud, c'est que c'est extrêmement élastique, donc c'est facile, en ayant une solution de bureau à distance dans le cloud, d'ajouter ces nouveaux employés-là. C'est facile aussi lorsqu'on vend de nos divisions de réduire notre charge, notre facturation, ce qui est beaucoup plus dur quand on a déjà acquis les serveurs qui sont dans notre propre centre de données. C'est aussi très efficace pour les gens qui fonctionnent avec du court terme, du saisonnier, d'augmenter le nombre de machines virtuelles disponibles pour vos employés pour être capable de prendre la charge de nouveaux employés qui sont là, mais seulement pour quelques mois. Même chose aussi quand on a besoin de donner accès à des consultants. Donc, on utilise souvent des consultants pour tout plein de besoins internes d'entreprise, que ce soit en comptabilité, ressources humaines, etc. Ben, plutôt que de leur donner accès via leurs propres appareils qui ne sont pas contrôlés par vous, ben, on peut facilement leur donner un accès et d'avoir le contrôle sur la sécurité de A à Z. Même chose pour les charges de travail spécialisées. Donc, si jamais j'ai une entreprise qui développe un logiciel ou qui développe des solutions, puis j'ai besoin que mon département d'assurance qualité puisse tester à travers tout plein de logiciels différents ou à travers tout plein de scénarios différents, mais le cloud peut être une très bonne solution pour ça. Ça permet de mettre en place des environnements variés de façon temporaire pour faire les tests et par la suite les détruire ou les conserver dépendamment des besoins qu'on a au niveau de l'organisation. Même chose aussi pour toutes les entreprises, les défis que tout le monde a. Expérience employée, impact sur la productivité. On sait tous que les employés qui ne travaillent pas, ça coûte très cher. Maintenir des dizaines et des dizaines d'ordinateurs, c'est souvent un trouble ou un calvaire de les mettre à jour, de les supporter, d'augmenter la mémoire vive, d'augmenter les performances en général, changer les disques durs, etc., changer les postes au complet. C'est un défi qui disparaît assez rapidement ou qui est comblé par les bureaux à distance, surtout dans le cloud. Problème de capacité, performance du VPN, des liens Internet. On sait tous, les liens Internet ont une capacité maximale pour tout le monde. Plus qu'on a d'employés, plus que les besoins en VPN sont grands, plus que les dossiers, les fichiers, les applications qu'ils utilisent sont gourmandes, plus que ça va mettre de la pression, plus que ça va causer des problèmes. Donc, ça devient souvent des contraintes budgétaires de dire on va rajouter plus de liens Internet, on va rajouter plus de CPU, plus de RAM, on va augmenter nos serveurs en capacité. Donc, ça devient quand même assez complexe et à gérer et coûteux. Et le plus grand enjeu, tant qu'à moi, c'est vraiment la gestion de la sécurité. Donc, si on héberge tout nous-mêmes, ben, on est responsable à 100% de la sécurité. Si on utilise une solution cloud comme Azure, ben, on est responsable du contenu et beaucoup moins du contenant. Donc, Microsoft vont être responsables de vous assurer une sécurité au niveau de votre contenant, de l'encryption et tout, puis vous, il va vous rester à vous assurer que votre contenu est bien géré. Encore une fois, la majorité des entreprises ont ce même genre de défi-là. Donc, tout le monde essaie d'avancer, tout le monde essaie d'innover. Ça met beaucoup de pression sur les TI, comme d'habitude. Agilité, adaptabilité, pardon, et flexibilité de l'entreprise. Donc, si on veut, on le sait tout en TI. Nos patrons viennent nous voir, ils ont tout le temps des nouvelles demandes, des nouveaux besoins. Ils veulent améliorer leur entreprise, c'est normal. Sauf que ça force à mettre en place des fois des solutions qui sont peut-être pas adéquates. On a besoin de recommencer, etc. Donc, d'avoir une solution cloud qui nous permet de rapidement mettre en place une nouvelle solution, puis finalement la modifier, l'adapter, la réduire, l'augmenter parce qu'il y a eu une mauvaise planification des besoins. Ben, c'est beaucoup plus simple de cette façon-là. Comptabilité, dans le fond, donc tout ce qui est cette portion-là, plusieurs entreprises préfèrent aller en OPEX, donc des paiements mensuels plutôt que de sortir du capital.
pour faire de l'achat de matériel, faire de l'achat de postes de travail. Donc, ça vient aussi au niveau du cloud, toutes les dépenses sont virées en OPEX. Et aussi, beaucoup plus facile de gérer quelques machines virtuelles pour les postes de travail que d'être obligé d'en gérer 400, 500. Beaucoup plus de répétabilité, de prévisibilité, de disponibilité. Plutôt que d'avoir plein de postes de travail qui traînent un peu partout, qui sont fermés, les gens ne peuvent pas se connecter à distance dessus, ou on a notre propre infrastructure, mais avec toute la bonne volonté qu'on a, là, ça reste que l'infrastructure d'Azure va être plus disponible que la nôtre, étant donné les investissements que Microsoft font là-dedans. Donc, c'est beaucoup plus simple d'avoir une très, très bonne disponibilité pour les services pour tous nos employés. Donc, les solutions cloud, des gros avantages. On peut offrir une expérience de bureau de n'importe où. Donc, c'est cloud, pas besoin d'avoir de centre de données chez nous, pas besoin de planifier des liens redondants, des firewalls redondants, d'une infrastructure redondante. La sécurité, comme j'expliquais tantôt, il y en a une très, très grosse partie qui va être gérée par Microsoft. Donc, cette sécurité-là, elle est toujours à la fine pointe de la technologie, toujours adaptée aux nouvelles tendances du marché, aux nouvelles bonnes pratiques. C'est beaucoup flexible, comme j'expliquais depuis tantôt. Facile de grossir, facile de réduire aussi, selon les besoins de l'entreprise. Beaucoup d'agilité, beaucoup de façons de réduire les coûts. Plusieurs façons de facturer aussi. On peut y aller en instance réservée, on peut y aller en pay-as-you-go. Donc, c'est facile aussi de s'ajuster selon vos besoins sur la meilleure façon de vous facturer à ce niveau-là. Autre avantage aussi d'avoir une solution de bureau virtuel, c'est qu'on peut avoir une expérience uniforme sur tous les appareils. Donc, on utilise du Android, du iOS, du Windows, du Mac. Ben, c'est possible d'offrir à tous nos utilisateurs, même si eux autres préfèrent travailler sur certains types d'ordinateurs, ben, ils peuvent tout de même avoir accès aux mêmes applications que tous les autres utilisateurs facilement, plutôt que de travailler avec des modèles d'applications différentes, avec une expérience utilisateur différente par appareil. On peut avoir dans les bureaux virtuels session unique, donc un poste par utilisateur. C'est peu efficace, mais c'est quand même utile pour certains besoins. Donc, tout ce qui est ressources graphiques intensives pourrait être de quoi d'intéressant d'avoir un ordinateur dédié virtuel pour certains employés. C'est sûr que le multi-utilisateur est beaucoup plus efficace en termes de coûts, en termes de gestion par la suite. Donc, c'est possible de faire les deux sans problème. C'est possible aussi d'avoir de vieilles applications qui seraient hébergées dans un Windows 7, par exemple, au niveau du cloud. Microsoft offre encore les mises à jour de sécurité pour tous les services Windows, toutes les machines Windows 7 qui virent à l'intérieur d'Azure. C'est sûr que ce n'est pas éternel, mais ça donnait quand même un peu plus de temps aux entreprises pour être capables de faire une migration des logiciels qui serait plus en legacy. En parlant de Windows 7, Simon, on a une question de Jérémy qui demande pourquoi utiliser Windows 7 dans le cloud et non pas simplement passer à Windows 10 ou 11. Habituellement, c'est toujours un cas de logiciel. Le logiciel n'est pas compatible Windows 10 ou 11 et la compagnie n'est pas prête à faire la transition maintenant ou est en train de le faire, mais a dépassé la date limite de Microsoft, qui était la fin de vie de Windows 7. Donc, Microsoft, ce qu'il faisait, c'est qu'il offrait la possibilité de virtualiser des Windows 7 dans Azure puis de continuer de bénéficier des mises à jour de sécurité en attendant de terminer la transition. C'est beaucoup moins fréquent maintenant. C'était plus le cas entre Windows XP et Windows 7, mais ça reste qu'il y a des entreprises qui sont prises des fois avec des très vieux logiciels qui sont plus difficiles à migrer. Parfait, merci. Avec la solution Azure Virtual Desktop, on a toutes les optimisations pour Teams, donc c'est très, très possible de fonctionner à 100% à l'intérieur du bureau virtuel, de faire des vidéoconférences, d'utiliser dans le fond le poste comme un poste de travail à 100%, d'avoir la qualité pour les appels téléphoniques, vidéo, etc. Toutes les optimisations sont intégrées dans le client ou à travers la page web, idéalement à travers le client qu'on installe sur les différents appareils client bureau à distance de Microsoft. Simon, on a une autre question, ça vient de Donald. Il demande, est-ce qu'un bon fit, les appareils qui demandent beaucoup de ressources hardware, des CPU, des RAM, pour développer logiciels?
Absolument. Au niveau d'Azure, il doit y avoir au-dessus de 500 déclinaisons de machines virtuelles différentes qui vont être avec un plus grand ratio de CPU, un plus grand ratio de mémoire vive, un plus grand ratio de carte vidéo, en fait, qui va permettre d'avoir du 3D. Donc, c'est très possible d'adapter le type de machine virtuelle que vous avez besoin selon les besoins de chacun des logiciels ou de chacun des employés. Euh, on peut y aller en multi-usager. Si vous avez 2-3 employés qui ont besoin très spécifiques de beaucoup de CPU pour faire du calcul, ce qui est habituellement plus fait avec des GPU, mais quand même, ben, c'est possible de leur offrir à eux 3 machines virtuelles distinctes qui seraient vraiment optimisées pour leurs besoins, puis d'avoir du multi-usager pour le reste des employés, etc. Donc, c'est très malléable, c'est assez facile de fitter les besoins d'un client, d'un employé versus toutes les disponibilités de types de machines virtuelles dans Azure. Parfait. Donald dit merci. Parfait. C'est possible actuellement. C'est sûr que quand je parlais de Windows 7 tantôt, c'est seulement du single user. Donc, si jamais on avait besoin d'offrir une vieille application Windows 7, il faudrait avoir une machine virtuelle pour chacun des employés qui vont l'utiliser. Par contre, avec Windows 10, Windows 11, seulement dans Azure, Microsoft offre le multi-usager. Donc, c'est possible d'avoir 20, 30, 40 utilisateurs qui seraient sur la même machine virtuelle, ce qui devient très intéressant au niveau des coûts. On peut choisir de passer maintenant à Windows 11, on peut rester en Windows 10, il n'y a aucun problème. C'est aussi beaucoup plus facile de faire la transition éventuellement. On peut commencer Windows 10 parce qu'on n'est pas prêt à aller à Windows 11, partir avec 2, 3, 4 machines virtuelles selon le nombre d'employés qu'on a. Puis dans le futur, quand on est prêt à transitionner à Windows 11, ben, j'ai besoin d'updater une seule machine, de la dupliquer, puis automatiquement, ma migration à Windows 11 est terminée au niveau de mes postes de travail. Au niveau de l'expérience utilisateur. Donc, c'est sûr qu'il y a beaucoup, beaucoup d'avantages à pouvoir travailler de cette façon-là. Simon, on a une question de Lison qui demande combien d'usagers maximum par PC? Ça dépend vraiment du matériel qu'on choisit. On essaye de viser, en général, on vise à peu près 1 cœur CPU par utilisateur. Par la suite, on s'ajuste selon les logiciels que vous utilisez. Donc, il y a des logiciels qui sont beaucoup plus gourmands que d'autres. Il y en a d'autres qui sont beaucoup moins. On essaye de partir avec un calcul comme ça pour donner au moins une idée de prix. Puis par la suite, ben, c'est une question d'ajustement. Donc, on peut facilement changer le type de machine virtuelle pour dire, bon, ben, écoutez, on a commencé avec vous avec ça, mais on se rend compte que c'est peut-être serré. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut augmenter les ressources ou on peut créer une machine virtuelle de plus pour venir séparer un peu plus la charge, ou on peut dire, oh, finalement, c'est beaucoup trop. Vos besoins sont moins compensés, ben, on peut réduire les performances des machines virtuelles. On peut même réduire, enlever une machine virtuelle au complet. C'est des évaluations qui doivent être faites par client, mais c'est quand même assez simple de jouer avec les performances de chacun des environnements dans ce cas-là. Simon, Daniel, je ne sais pas si on va être capable de répondre, mais Daniel demande le coût budgétaire pour avoir une idée du pricing. J'imagine que ça va dépendre. Il faut faire comme une évaluation. C'est assez difficile, effectivement, de donner un coût comme ça. Je peux prendre, par exemple, on peut parler ouais, ça dépend du nombre d'usagers, ça dépend des ressources. C'est vraiment difficile. C'est vraiment euh, par entreprise, il faut s'asseoir, il faut discuter des besoins, il faut discuter du nombre d'employés, il faut discuter aussi est-ce qu'ils sont sur 2 quarts de travail, 3 quarts de travail, un seul quart de travail. On va en parler un peu plus loin. Il y a plusieurs façons d'économiser de l'argent dans le cloud en utilisant des instances réservées ou du pay-as-you-go. Donc, il y a vraiment une analyse à faire avec l'entreprise pour vraiment, vraiment cibler la meilleure structure puis d'arriver avec les coûts les plus petits possibles. Alexandre, excuse-moi, mais j'aime ça, toutes les questions qui rentrent, c'est parfait. Est-ce que, ben, c'est parfait pour moi, je ne sais pas Simon, là. Parfait pour moi. Donc, Alexandre demande, est-ce que les machines virtuelles s'intègrent bien à un domaine sur place ou elles nécessitent un plein abonnement Azure? En fait, c'est les deux. C'est obligatoire pour faire du Azure Virtual Desktop d'avoir un Active Directory.
qui peut être aussi hybride, mais ça prend absolument un Active Directory qui est sur site ou directement dans Azure. On peut exécuter une VM DC dans Azure, mais elle peut être aussi sur site, connectée à travers du VPN ou du ExpressRoute. Donc, oui, ça prend absolument un Active Directory dans ce cas-là. Parfait. C'est bon? Oui. Donc, désolé pour il y a certaines images qui étaient seulement en anglais, mais ça reste qu'on va quand même l'expliquer. Au niveau de la sécurité gestion, le portail Azure, c'est lui qui va vous permettre de gérer votre infrastructure Azure au complet, incluant le bureau à distance. C'est à travers là qu'on va créer les politiques pour la gouvernance, mais aussi pour la gestion des coûts. C'est à travers là qu'on va gérer notre sécurité. Donc, la posture de sécurité de notre tenant Azure, c'est là qu'on va être capable de créer les sécurités qu'on a besoin pour sécuriser l'environnement qui est de notre ressort à nous. Parce que, comme j'expliquais, c'est une responsabilité qui est partagée quand on est dans des services cloud. Puis dans le cas de Azure, votre responsabilité à vous, c'est le contenu et non pas le contenant. Le contenant est protégé par Microsoft. C'est par là aussi qu'on va gérer nos backups, la protection archive, disaster recovery. Avec Azure, c'est possible d'avoir des réplications sur plusieurs zones aussi. C'est possible, vous allez voir tantôt tous les data centers qui sont disponibles. Donc, plusieurs data centers qui ont des très, très hautes disponibilités qui nous permettent d'avoir une sécurité à ce niveau-là. Tout ce qui est monitoring aussi, configuration, donc tout ça se fait à l'intérieur du même portail, très user-friendly, avec beaucoup d'aide aussi à travers le portail pour nous guider sur qu'est-ce qu'on doit faire. Le contenu Microsoft sur Internet est aussi assez extraordinaire, tout ce qui est TechNet. Beaucoup d'informations, puis surtout beaucoup de spécialistes qui sont capables de vous aider aussi à mettre en place un environnement. C'est possible aussi, selon les licences que vous avez à l'interne, de même utiliser vos propres licences pour réduire encore plus le coût mensuel de Azure. Donc, les licences qui ont tout du software assurance, en fait, peuvent être transférées dans le cloud, dans Azure Hybrid Benefit qu'on appelle. Comme j'expliquais tantôt, on a une mise à jour de sécurité prolongée gratuite pour Windows 7 pour ceux qui en avaient besoin, ce qui est quand même moins présent maintenant, mais c'est toujours disponible. On passe du CAPEX vers l'OPEX, comme j'expliquais tantôt, donc on libère du capital pour d'autres choses pour notre entreprise, qui va nous permettre de faire des investissements, améliorer notre entreprise, plutôt que de faire des investissements, améliorer les TI. Les TI vont devenir vraiment un poste de dépenses mensuelles qui va nous permettre d'améliorer énormément la productivité de nos utilisateurs. Compatibilité, pardon. C'est très, très facile, comme j'expliquais il y a quelques minutes, d'intégrer Azure avec une infrastructure sur site. Donc, avec du VPN, avec du ExpressRoute, intégrer, dans le fond, notre Active Directory avec Azure AD. Donc, on n'est pas obligé de migrer 100% de nos ressources non plus dans Azure pour pouvoir profiter du Azure Virtual Desktop. Donc, pour faire un petit résumé de ce qu'on parle depuis tantôt, je vais passer rapidement. Donc, mobilité, les utilisateurs peuvent accéder depuis n'importe quel appareil, depuis n'importe où. Le portail qui nous permet de se connecter à Azure Virtual Desktop est hébergé par Microsoft, il est mondial. Donc, très, très peu de latence pour se connecter. C'est sûr que les ressources que vous utilisez sont dans un centre de données en particulier. Donc, c'est sûr que si votre centre de données, c'est Canada, Canada-Est, Canada central, puis votre employé travaille de la Chine, il y a quand même une latence qui va s'installer, mais Microsoft travaille très fort pour s'assurer que cette latence-là soit la plus petite possible et la plus efficace pour avoir une expérience utilisateur intéressante. Oui. Excuse-moi, Simon. Justement, Annie demande quelle vitesse de connexion Internet est-ce qu'on a besoin pour un utilisateur qui va faire du Teams, beaucoup de vidéoconférences, en fait, là, il faut calculer à peu près 3 mégabits par utilisateur environ. Ça, c'est quand on fait vraiment de la vidéoconférence. C'est sûr qu'en général, c'est beaucoup moins que ça, mais si on veut vraiment avoir une très, très bonne qualité pour toutes les rencontres Teams qu'on peut faire, ben, planifier entre 2 et 3 mégabits par utilisateur environ.
Donc, évolutivité, comme j'expliquais, s'adapter aux fluctuations de la main-d'œuvre. Donc, si vous êtes une entreprise saisonnière, si vous êtes une entreprise qui pense faire des acquisitions à court terme, d'entreprises qui pensent vendre des divisions à court terme, bien, plutôt que d'investir dans un environnement que vous allez héberger vous-même, qui va vous forcer à investir sur quelque chose qui va supporter par exemple 400 utilisateurs, mais vous êtes dans le processus de vendre une division qui en contient 150. C'est sûr que c'est peut-être une meilleure décision d'aller dans le cloud où ce que vous allez être capable de réduire vos besoins en TI par la suite une fois que la vente va être terminée. Donc, ça fonctionne dans les deux sens. C'est extrêmement intéressant pour tous ces besoins-là. Même chose pour les contractuels, même chose pour saisonniers, comme je disais, même chose pour si vous faites affaire avec beaucoup de consultants. Ben, plutôt que de fournir des postes de travail puis pour avoir un contrôle sur la sécurité principalement, ben, on peut facilement leur donner un accès à un bureau virtuel. Performance, le VPN, c'est le fun pour le travail à distance. Par contre, plus qu'on éloigne notre client des sources de données, que ce soit du SQL, des fichiers, peu importe, là, la source de données, c'est sûr qu'il y a tout le temps un problème de performance qui va s'installer, peu importe comment qu'on va fonctionner. La latence est critique. L'avantage du bureau virtuel, c'est qu'on garde l'application le plus proche de ces données possible. Tout ce qu'on a, c'est un rafraîchissement d'écran, clavier-souris qui vont se promener à travers l'Internet, à travers la connexion. Donc, ça permet d'avoir une très, très bonne performance, expérience utilisateur au niveau de l'utilisation des logiciels internes. Sécurité, encore une fois, c'est beaucoup plus facile pour une entreprise de donner un accès bureau virtuel puis de dire que ces données ne sortent jamais de chez elle que de laisser les gens travailler avec des portables ou même avec des appareils personnels, qui est encore pire. En VPN, où c'est beaucoup plus difficile de contrôler qui fait quoi avec mes données, où est-ce qu'ils vont les déposer, est-ce qu'ils en ont sur leur poste local, est-ce qu'il y a des risques que leur poste local soit volé, perdu. Donc, de cette façon-là, c'est beaucoup plus simple pour l'entreprise d'avoir un contrôle de son périmètre, qui maintenant le périmètre est rendu éclaté de par le cloud. Donc, ça vient simplifier une certaine portion de la sécurité. Le coût, donc, comme on parlait tantôt, vous payez pour ce que vous utilisez plutôt que d'être obligé d'acheter des machines, puis d'acheter des machines un peu plus performantes parce qu'on ne veut pas être obligé de les remplacer dans 2 ans. Ben là, ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on paye pour nos besoins de maintenant. Puis si dans 2 ans, on a besoin de plus de ressources, ben on va payer pour les ressources qu'on utilise à ce moment-là. Donc, c'est beaucoup plus facile à gérer en termes de gestion des coûts. Encore une fois, compatibilité, c'est possible d'exécuter des plus vieilles applications, mais c'est possible aussi d'exécuter des applications qui ont besoin de plus de performance que qu'est-ce qu'on peut offrir directement dans le cloud. Comme vous pouvez voir, beaucoup de data centers qui sont disponibles, donc les entreprises qui seraient un peu plus internationales, c'est possible d'aller mettre des bureaux à distance dans plusieurs centres de données à travers le monde. On n'est pas obligé de toutes les concentrer à l'intérieur du même centre. La latence reste la même, il faut quand même planifier la proximité des données le plus possible. Par contre, les centres de données sont interconnectés entre eux autres de façon beaucoup plus performante que ce que nous, on peut offrir à travers des liens VPN. Donc, c'est possible d'avoir la souveraineté de nos données en gardant tout au Canada. C'est possible aussi d'éclater nos besoins à travers le monde selon le type d'entreprise qu'on exécute. Je pense Simon Donald avait demandé, y a-t-il des centres de données au Mexique? Il semble pas en avoir présentement, mais on sait que Microsoft en ajoute assez régulièrement, donc ça se peut qu'à un moment donné, il va en avoir. Par contre, Mexique pourrait très bien aller avec le South Central US, qui est quand même assez près là, dans ce cas-là. On a aussi une autre question de Valérie. Et Lison, j'ai vu la question, je vais la poser un peu plus tard parce que je pense que c'est plus général. Mais Valérie demande comment se passe l'ajout d'un logiciel suite à une demande utilisateur en multi et est-ce que ça cause du downtime pour nous, pour tous? Ouais, ben, normalement, quand on rajoute un logiciel, il y a plusieurs façons de le faire. On peut, une fois qu'on aurait créé, par exemple, 4 machines virtuelles multi pour 80 utilisateurs, on peut installer le logiciel de façon individuelle sur chacune des 4 machines. C'est une gestion qui est quand même
correct. La meilleure façon de le faire, c'est de créer une nouvelle image dans laquelle on va installer le nouveau logiciel, puis on va déployer cette nouvelle image-là en dehors des heures ou à un moment où c'est le plus opportun, où que les gens vont tout simplement se connecter sur les nouvelles versions le lendemain matin. Puis une fois que tout est fonctionnel, on efface les anciennes versions, puis on continue comme ça. Donc on peut, encore une fois, ça dépend de la vitesse à laquelle ils en ont besoin. Donc s'ils sont capables de le planifier, puis on peut le faire, l'équipe TI, peu importe, les consultants peuvent le faire de façon planifiée. C'est possible de le faire sans interruption pour personne. Parfait. Merci. D'autres questions? Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire avec votre infrastructure actuelle? C'est possible, si vous êtes déjà en VDI, vous-même à l'interne, c'est possible de faire une migration de votre environnement VDI vers Microsoft, donc de moderniser en fait votre environnement de bureau virtuel, terminal, serveur, Strix, peu importe ce que vous pourriez utiliser. C'est très possible aussi de passer de poste à poste vers le bureau à distance. Ça prend tout simplement un inventaire des logiciels que tout le monde utilise, puis de déterminer est-ce qu'on crée une seule collection de machines virtuelles, est-ce qu'on le sépare par département parce que les logiciels sont très différents, est-ce qu'on utilise le app masking qu'on peut avoir au niveau d'FSLogix pour avoir une seule image à gérer, mais de cacher les logiciels que les gens ne devraient pas voir. C'est toutes des choses qui sont très possibles. Beaucoup d'options à ce niveau-là aussi. Là, ça dépend tout le temps des besoins. On s'ajuste selon les besoins des entreprises. Windows 365 Cloud PC, c'est une nouvelle option que Microsoft a mis en place il y a peut-être 1 an et demi environ. C'est pas tout à fait ce qu'on parle depuis tantôt au niveau d'Azure Virtual Desktop. Cette solution-là, elle est vraiment excellente pour un petit besoin. Donc, j'ai une entreprise, puis j'ai seulement un utilisateur que j'aimerais ça qu'il ait un poste dans le cloud parce que lui se déplace énormément, puis le reste de mon entreprise est pas mal concentré au bureau. Ben, c'est possible, plutôt que d'avoir la grande solution Azure Virtual Desktop, c'est possible de prendre un Cloud PC qui, lui, est vraiment un coût mensuel fixe, qui ne va pas à l'utilisation. Donc, la personne l'utilise une journée par mois, l'utilise 30 jours par mois. Le coût est le même. Elle se connecte avec à travers le même client Azure Virtual Desktop, donc c'est extrêmement facile. C'est un poste de travail qu'on gère comme tous les autres postes de travail à l'intérieur de l'organisation. Il n'y a pas d'image, il n'y a pas d'automatisation. Donc, c'est vraiment pour des petits besoins, mais c'est quand même très intéressant. On engage un nouvel employé, puis cet employé-là, ça donne qu'il travaille à l'extérieur, tout le temps à l'extérieur, il ne viendra jamais au bureau, mais plutôt que de lui offrir un poste de travail qui va se connecter dessus en bureau à distance, on peut lui donner un Windows Cloud PC si on est prêt à ça. Donc, c'est quand même de quoi d'assez intéressant que Microsoft ont mis en place. Ça permet d'y aller pour un très, très petit besoin, puis de ne pas avoir besoin de mettre une infrastructure complète au niveau d'Azure. Tandis qu'Azure Virtual Desktop, on voit la portion qui est gérée par Microsoft qui est au centre. Donc, tout ce qui est Web Access, Broker, Gateway, Diagnostic, etc., tout ça, c'est ce qui est géré par Microsoft. Vous n'avez pas à vous en soucier. C'est ce qui sert à ce que l'utilisateur puisse accéder à ses ressources. Ce que vous gérez, c'est vraiment les machines virtuelles. Donc, Windows 10, Enterprise Multisession, Windows 11. Enterprise Multisession, ça peut être du Windows Server si vous préférez. Pas beaucoup d'avantages à utiliser Windows Server comme on a du Windows 10, 11 multisession, mais ça reste que si vous avez besoin d'un serveur 2019 en terminal serveur, ça peut très bien le faire aussi. On peut pousser des applications seulement, pas obligé d'avoir tout le temps un bureau complet. Donc, mettons que j'aurais un besoin très, très précis d'avoir une seule application que j'aimerais héberger dans Azure. Puis cette application-là, encore une fois, pour la proximité des données, j'aimerais ça qu'elle soit en bureau à distance. Bien, je pourrais publier seulement l'application à mes utilisateurs. Ils pourraient l'ouvrir à travers leur poste de travail, puis de fonctionner comme si elle était locale, mais très, très transparent pour eux. Ça me prend absolument un Active Directory, comme j'expliquais. Donc, ce n'est pas Azure Active Directory, mais bien un Active Directory qui va être intégré à l'Azure AD de Microsoft. Et ça me prend un endroit pour déposer les profils de mes utilisateurs. Étant donné que je peux avoir plusieurs machines virtuelles, mais le profil de l'utilisateur doit suivre dans chacune des machines sur lesquelles il va se connecter.
Ça peut être un serveur de fichiers. Microsoft recommande beaucoup plus d'utiliser Azure File, c'est ce qu'on recommande aussi. Azure File va être l'endroit parfait pour déposer les profils utilisateurs pour un Azure Virtual Desktop. Donc, on peut voir côte à côte la différence entre un Cloud PC et un Cloud VDI. Donc, le Cloud PC va toujours être single user, c'est vraiment un poste par utilisateur, c'est pas du multi-usager. Tandis que le Cloud VDI peut être single ou multi-session. Au niveau du Cloud PC, c'est Microsoft qui gère tout. Tout ce que vous avez à faire, vous, c'est d'installer vos logiciels dans l'application, dans la machine virtuelle, tout simplement. Tandis qu'au niveau du Cloud VDI, c'est vous qui gérez toute la portion bureau à distance, donc toute la portion des machines virtuelles. C'est à vous de les créer, d'en ajouter, d'en enlever. L'administration centralisée au niveau du Cloud PC se fait avec Microsoft Endpoint Manager, mais ça, c'est seulement pour la version entreprise de Windows 365. Il y a deux versions dans Windows 365. On a Business qui, elle, s'intègre à rien du tout. C'est vraiment un poste qu'on a besoin de façon très, très sporadique ou avec un besoin très limité. L'édition entreprise, ben, elle va s'intégrer à Endpoint Manager, ce qui va nous permettre d'avoir des GPO, du contrôle un peu plus centralisé. Tandis que le Cloud VDI, comme j'expliquais tantôt, c'est directement intégré à votre Active Directory, donc on a toute la gestion qu'on aurait normalement si on voulait. Modèle libre service direct, comme j'expliquais pour l'édition business. Donc, vous pouvez aller dans votre portail Office 365 maintenant, puis de rajouter une machine virtuelle Windows 365. Microsoft va vous demander de l'attribuer à un utilisateur. La machine va devenir disponible. L'utilisateur va pouvoir se connecter dedans puis commencer à travailler. Du côté du Cloud VDI Azure Virtual Desktop, pour ceux qui utiliseraient VMware Horizon ou Strix, ben, c'est très possible de faire un leverage de l'infrastructure Azure, mais de garder votre gestion à travers Strix ou à travers VMware Horizon pour accéder aux machines virtuelles. Cloud PC, prix prévisible par utilisateur, il n'est pas basé sur la consommation. Donc, si j'ai 4 postes, ça va me coûter 4 fois le coût mensuel selon les performances que je vais choisir. Tandis qu'au niveau du Cloud VDI, c'est vraiment basé sur la consommation. Donc, si on a une entreprise qui est propice à ça, ben, c'est possible de faire beaucoup d'économies versus un Cloud PC avec du Cloud VDI si on est capable de bien gérer l'utilisation de notre environnement. Simon, on a une question de Mathieu qui demande, dans les déploiements qui sont faits actuellement, est-ce que les compagnies continuent de fournir un device à leurs employés pour qu'ils aient accès à leur ordinateur virtuel ou est-ce que les employés fournissent leur propre device? Il y a plus de compagnies qui continuent à fournir les devices parce que le Bring Your Own Device, le BYOD, pardon, pour l'anglicisme, est peu présent au Québec, mais ça reste que c'est très, très possible d'opter pour cette solution-là, de laisser les gens utiliser leur propre appareil plutôt que de leur fournir un portable ou de leur fournir un appareil quelconque pour se connecter. Donc, pour l'instant, moi, je vois plus de compagnies qui continuent de fournir des appareils. Par contre, il n'y a rien qui empêcherait d'y aller en BYOD. Une autre question de Lison. Le BDI est-il recommandé pour une équipe de concepteurs AutoCAD, Plante 3D, Scène, environ 20 concepteurs? Qu'elle dit? Est-ce que c'est... Moins, mais ce n'est pas exclu parce que Microsoft ont des machines virtuelles qui sont vraiment optimisées pour le GPU intensive. Maintenant, c'est vraiment une question, ça dépend de qu'est-ce que les employés font avec AutoCAD, jusqu'où ils poussent le logiciel lui-même, puis de voir est-ce qu'eux sont capables de vivre avec une certaine latence. Parce que la latence, elle est très petite, mais elle existe quand même quand on fait des plans, quand on fait beaucoup, beaucoup de 3D. Des fois, cette latence-là peut devenir désagréable pour le concepteur lui-même, mais c'est pas exclu de pouvoir le tester au minimum puis de voir comment les gens réagissent à ça parce que les machines virtuelles sont là pour ça. Maintenant, après, c'est vraiment ça dépend de l'employé puis ça dépend des besoins de l'entreprise à ce niveau-là. Ouais, elle dit que ces concepteurs-là veulent utiliser
BIM, je ne sais pas aussi, et ils font beaucoup de collaboration et c'est ça. Oui, lisons dans le fond, oui, c'est attesté. Elle dit c'est attesté, oui, je pense que c'est C'est exactement attesté. ça. Microsoft ont les GPU Intensive Virtual Machine en masse. Il y a plusieurs modèles différents avec plusieurs GPU différents qui peuvent répondre à plusieurs besoins à ce niveau-là. L'application BIM, si elle fonctionne sous Windows, je sais qu'elle fonctionne en appareil mobile, donc je suis pas certain qu'elle existe sur Windows. On peut l'installer sans problème dans l'image. On peut, souvent dans ce genre de scénario-là, ça va être plus un poste par dessinateur, par concepteur, plutôt que d'avoir du multi-usager. Mais encore là, ça serait possible de faire du multi-usager si jamais on a la bonne machine virtuelle qui pourrait supporter 2, 3, 4 dessinateurs, concepteurs dans ce cas-là. Ça dépend tout le temps des besoins de chacun des concepteurs à ce niveau-là, à voir est-ce qu'on peut y aller en multi-usager ou en single-user. Ils ont dit merci pour ta réponse. Dans les témoignages, un témoignage qui nous provient de Microage Manitoba, en fait, il y a juste quelques mois avant la COVID, l'Agence de protection de la jeunesse là-bas, leur compagnie parent, dans le fond, la portion gouvernementale qui les gère, ont été frappés par un gros ransomware et ont été pris complètement barrés d'avoir accès à tous leurs services. Donc, on a été capable en 72 heures de leur créer un environnement Office 365 Azure Virtual Desktop avec des profils itinérants FSLogix pour être en mesure de recommencer à travailler, recommencer à collaborer entre eux autres, recommencer à recevoir, envoyer des courriels. Donc, c'est pour montrer la flexibilité, la force de Azure, de toute cette solution-là. Donc, c'était tout de même extrêmement rapide et facile de le faire. Puis encore une fois, ben, le timing était mauvais pour avoir un crypto parce que c'est jamais le bon timing, mais de mettre en place une solution Azure Virtual Desktop quelques mois avant la COVID a simplifié énormément leur travail à distance, étant donné que tout le monde était déjà prêt pour ça. Donc, ça a été une solution très, très bénéfique pour eux. Un cabinet d'avocats de Québec qui était hébergé dans une solution de terminal serveur sur site, géré par un autre fournisseur, parce qu'il y avait tout plein de problèmes. On a pu les migrer vers Office 365, Azure, puis Azure Virtual Desktop. Puis dans le courant de l'année, leur ERP qu'ils utilisaient a été migré SaaS. Donc, il n'y avait plus le besoin d'avoir le AVD parce que les gens maintenant travaillaient seulement avec Office 365 et tous les fichiers en majorité étaient rendus dans le ERP SaaS. Donc, on a été capable de retirer facilement l'environnement AVD pour baisser leurs coûts, puis de leur offrir seulement un Windows Cloud PC pour un nouveau contractuel qui embauchait, qui était un employé externe à l'entreprise pour la facturation, ce qui leur permettait de garder leur conformité et leur sécurité. Donc, si on voulait donner un scénario qui montrait à quel point c'est facile de rentrer, mais un autre scénario qui montrait à quel point c'est facile de modifier la solution pour aller selon les besoins d'entreprise. Et ce n'est pas tout le temps juste des ajouts. Des fois, ça peut être un retrait qui va faire sauver de l'argent à l'entreprise à ce niveau-là. Fait que, Lison, j'espère que ça répond un peu à la question que tu avais avant. C'est sûr que si tu veux des noms de compagnie, faut quand même parler avec un de nos microages pour avoir plus de références, si vous voulez. Mais l'autre question qui était de Lison tantôt, c'était quels sont les désavantages d'une solution comme celle-là? Honnêtement, il n'y en a pas beaucoup. Les désavantages qu'on a, en utilisant Azure, c'est quasiment nul. Les désavantages qu'on avait avec les VDI sur site ou les solutions de terminal serveur sur site, le plus gros problème, c'était qu'on centralisait 200 employés, 50 employés, 12 employés, peu importe, sur un petit environnement physique qui souvent était mal géré, ou du moins la compagnie n'avait pas les ressources nécessaires pour mettre en place une solution ultra tolérante aux pannes
avec de la redondance, avec 2 liens Internet, plusieurs pare-feux, un deuxième site pour avoir de la réplication. Le gros désavantage des bureaux virtuels, c'était vraiment plus l'infrastructure en dessous qui venait la supporter, qui souvent était déficiente ou mal gérée ou problématique ou question de coût, là, ça coûtait quand même extrêmement cher. L'avantage d'aller vers Azure, c'est que tout ça disparaît. Oui, on le paye parce qu'on s'entend que c'est pas gratuit. Par contre, on n'a pas à se soucier de cette portion-là. Donc, on a la redondance, la tolérance aux pannes que Azure nous offre. Puis les gens peuvent travailler facilement de n'importe où. Pas besoin de me casser la tête avec les VPN. Aujourd'hui, mon firewall est down, le VPN ne marche pas, ou c'est mon broker, ou c'est mon gateway, ou tout ça disparaît. Donc, il n'y a pas beaucoup de désavantages. C'est vraiment, après ça, c'est l'expérience utilisateur. Ça dépend à quel point les utilisateurs sont prêts à travailler de cette façon-là. Habituellement, c'est assez transparent. Donc, c'est quand même difficile de trouver un utilisateur qui va dire ben, moi, j'aime pas ça quand je me connecte dans le cloud parce que au final, c'est Windows 10, Windows 11, c'est la même interface, tout est pareil. Donc, c'est difficile à trouver des avantages pour ça. Parfait. Donc, merci Simon. Puis si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les poser. Mais entre-temps, je voulais juste vous mentionner qu'on a un livre électronique qu'on met à votre disposition. Il y a le lien en bas, mais je l'ai envoyé aussi sur le chat. Fait que si vous voulez aller télécharger le livre électronique, vous pouvez juste utiliser le lien qui est dans le chat. On va aussi envoyer ça tantôt là, avec un courriel avec l'enregistrement et le lien vers le livre électronique. Donc, je voulais voir s'il y avait d'autres questions. Tantôt, j'avais vu des questions de Daniel aussi qui voulait comme le prix et tout ça. Et il a mentionné un CPU 8 gigabytes de RAM et tout ça, mais je pense que c'est mieux si vous parlez avec un de nos micro-âges pour avoir vraiment leur juste parce qu'il y a plusieurs choses à prendre en considération, si je me Ben, en trompe fait, pas. il y a toutes les licences. Il y a la portion Office 365, il y a la Ouais, portion c'est ça. Active Directory dans Azure, il y a la portion Azure File pour les profils itinéraires, il y a la VM ou les machines virtuelles comme Donald demande, euh, qui va avoir un coût. Il y a le temps de le mettre en place aussi qui va avoir un coût à ce niveau-là. Donc, il y a quand même plusieurs morceaux pour le virtual desktop. Par contre, pour Windows 365, qui est le cloud PC, ça, c'est extrêmement facile d'aller sur le site de Microsoft puis de voir le coût mensuel de cette machine-là, puis vous pouvez la démarrer. Mais c'est vraiment deux solutions complètement différentes, mais qui ont leur position assez intéressante au niveau de l'organisation selon les besoins. Ouais, c'est ça. Là. Je dis tout le temps, tu sais, ça a l'air simple quand on fait ces webinaires, mais en arrière-plan, il y a beaucoup, beaucoup de travail et de questions à répondre avant d'arriver tu sais, Avant au d'avoir un prix, prix à qui une fait cotation, ouais, c'est ça. exact. Parce que je pourrais donner des prix. Par contre, ça serait peut-être pas du tout adapté aux besoins de l'entreprise, puis je serais peut-être 300% plus cher que qu'est-ce qu'il y aurait de besoin. Comme je peux dire, ben OK, je pense, mais finalement, c'est 120% plus cher que qu'est-ce que je pensais. Donc, il y a quand même une analyse qui doit être faite là, pour arriver à un prix le plus juste possible au niveau du Azure Virtual Desktop. Tandis que le Cloud PC, comme j'expliquais, ben, on va sur le site de Microsoft, Windows 365, j'ai besoin de 4 machines virtuelles indépendantes. Ça coûte 49,65 par mois. Ben, c'est 4 fois 49,65 puis c'est fini. Là. Okay. Ouais, c'est ça. Fait que, euh, là, je vois pas d'autres questions qui rentrent. Simon, avais-tu d'autres choses à rajouter ou? C'est vraiment, si vous avez des questions, c'est le bon moment. J'avais terminé. Mais on a eu des très bonnes questions. Merci beaucoup. C'est le fun quand on reçoit les questions comme ça pendant les webinaires. Et on a des experts comme Simon qui connaissent son affaire. Fait que, euh,
Fait que c'est ça, je vois pas d'autres questions. Fait que avec ça, je veux dire merci beaucoup de vous avoir joint à nous aujourd'hui et pour les excellentes questions. Nous vous encourageons encore une fois de télécharger le livre électronique que nous avons mis à votre disposition et n'hésitez pas encore une fois à contacter le micro-âge de votre région pour toute question. Juste avant de vous laisser, je voulais mentionner aussi que notre prochain micro-âge parle technologie, notre prochain webinaire, dans le fond, portera sur l'hameçonnage et comment ne pas mordre sur l'hameçon. Ça sera le 13 octobre prochain et les invitations seront envoyées sous peu. Donc, on espère que vous nous rejoignez pour ce webinaire-là. Sinon, avec ça, merci encore une fois, M. Simon. Ça a été une très belle présentation. Merci. Et merci à vous tous de vous avoir joints à nous. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Belle journée à tous. Merci. Merci.